Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et jusqu'à 20h, notre premier invité politique, le vice-président des Républicains. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Et merci d'être à distance avec nous sur Europe 1 pour vous interroger avec moi. Jacques Serret, bonsoir Jacques. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Europe 1. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du journal du dimanche. Julien Aubert et Éric Ciotti restent le président des Républicains. C'est une nouvelle décision du tribunal de Paris qui l'a confirmé ce soir. C'est donc lui qui passera ces législatives à la tête des Républicains. Est-ce que c'est une décision qui vous convient ? Moi, j'aurais préféré, si vous voulez, que cette affaire n'aille pas devant les tribunaux, parce que c'est pas une question juridique, c'est une question politique. Et j'avais d'ailleurs refusé de m'exprimer dans un sens ou dans l'autre au bureau politique. Je m'étais abstenu en disant que, à mon avis, ça allait nous poursuivre comme le sparadrap du capitaine Haddock. Donc, en fait, quand on lit la décision, le juge a considéré qu'il n'était pas possible d'exclure Éric Ciotti, car ça l'aurait handicapé pour son élection de manière irrémédiable, puisqu'il s'était présenté comme candidat Les Républicains. Donc, moi, je pense, si vous voulez, que sur la forme, Éric Ciotti a pris une décision très lourde de conséquences pour les Républicains sans consulter personne, et que donc, effectivement, sa légitimité comme président est en question. Mais je pense que ce sont nos adhérents qui doivent trancher cette question, comme dans n'importe quelle association. Mais en attendant, ça reste votre président, Julien Aubert. Oui, ça reste le président des Républicains, oui. Jacques Serret. Est-ce que vous estimez que c'est une victoire pour lui, une défaite pour vous ? Je dirais que c'est plutôt une défaite pour tout le monde, parce que même si lui est président, on voit bien qu'il n'a pas présenté de candidat Les Républicains, mais avec un autre logo. Donc quelque part sur le fond, il sait que sa position est vacillante. Et de l'autre côté, pour tous ceux qui espéraient que la justice clarifie les choses avant le premier tour, on voit bien que ça, loin de clarifier, ça complexifie. Donc ce sont les Républicains qui sont perdants, et dans cette affaire, leurs électeurs, donc nos électeurs. Donc voilà, je sais pas s'il y a un gagnant ou un perdant. En réalité, cette décision de justice ne donne pas raison sur le fond. Elle constate simplement que le juge est incapable de trancher. Julien Aubert, que vous n'allez pas suivre Éric Ciotti dans son aventure. Il y a eu une rumeur qui a été lancée par un candidat de la 5e circonscription du Vaucluse, Mathieu Lefebvre, qui disait que vous alliez rejoindre le parti de Marine Le Pen. Vous continuez à... Mais en fait, le problème, c'est que dès le mardi 12 juin, avant d'ailleurs que Éric Ciotti ait lancé, je dirais, son appel, j'avais expliqué sur ma page Facebook pourquoi je ne me représenterais pas, quelles que soient les conditions, dans cette circonscription. C'est une question qui est personnelle, mais vous savez, il y a 2 ans, lorsque j'ai perdu, j'ai réalisé que le lien démocratique que je voulais établir avec les citoyens, aujourd'hui, sur une législative, il est compliqué, parce que c'est un vote d'étiquette, et moi j'ai besoin d'aller sur des scrutins où c'est la personnalité et le travail qui compte. Et donc je m'étais dit que je ne repartirais pas dans cette circonscription. Donc le candidat qui se présente à ma suite s'est excusé. Il a reconnu d'ailleurs que j'avais présenté ma position avant, mais vous savez, j'ai l'habitude, parce que ça fait 10 ans que à chaque élection on dit il va rejoindre le Rassemblement national, car en bas c'est encore raté. Oui, on ne parlera pas des circonscriptions jusqu'à la fin de cette interview pour les questions de temps de parole, et je m'excuse d'avoir en tout cas ouvert cette petite brèche qui est immédiatement refermée. Antonin André. Oui, Julien Aubert, comment est-ce que vous envisagez la suite du coup pour les Républicains ? Parce que on voit bien que se dessinent ces 3 blocs, et qu'Éric Ciotti a fait ce choix de rejoindre donc l'alliance avec le Rassemblement national. Comment se situer demain, dans les jours qui viennent, pour les Républicains, dans un climat où on voit qu'une partie de la gauche et du centre espère recomposer un front républicain, et qu'il n'y a plus tellement d'espace pour vous? Est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers le bloc central, ou est-ce qu'il faut continuer à exister par vous-même? Est-ce que Laurent Wauquiez doit reprendre le flambeau et refaire exister cette famille des Républicains qui aujourd'hui se retrouve, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, dans une forme de difficulté intrinsèque? Non, moi je pense, si vous voulez, qu'il y a un travail radical de reconstruction. Après le 7 juillet, nous aurons probablement 2 groupes parlementaires avec des brisures et des cassures et des problèmes de stratégie. Mais sur le fond, ces gens qui seront quelque part dans des groupes différents pensent grosso modo pareil. Et donc il y aura une situation tactique de court terme, c'est-à-dire se positionner par rapport à la coalition qui aura remporté les élections. Et je dirais que notamment sur des textes sur l'immigration, je ne vois pas pourquoi les Républicains, y compris ceux qui n'ont pas suivi Éric Ciotti, demain se pourraient être défavorables à des textes venant du sur l'immigration si c'est une coalition RN, LR Ciotti au pouvoir. Et puis ensuite, il y a un travail de moyen terme qui est de se demander
comment on en est arrivé là, comment un parti héritier du général de Gaulle a pu se retrouver satellisé et coupé en deux comme la tunique du Christ lors d'une élection nationale. Et moi, ça fait des années que je plaide pour un retour aux sources. Je pense que c'est parce que nous avons abandonné le gaullisme, la souveraineté, la défense de la nation, que certains de nos adversaires politiques historiques s'en sont emparés avec succès, parce que les Français aujourd'hui attendent le retour d'un État fort, d'une autorité de l'État et d'une certaine idée de la France. Tout le monde se dit gaulliste aujourd'hui sur l'échiquier politique. Julien Aubert, il va falloir trouver autre chose comme argument. Oui, mais enfin, moi, je suis pas là pour distribuer des brevets de gaullisme. Ouais. Je peux vous donner, moi, ce que j'ai compris du message du général de Gaulle. Et je pense que, si vous voulez, c'est ce que disait Philippe Séguin. Je pense qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'être fédéraliste européen et de se dire gaulliste. Voilà, à un moment donné, vous savez, on peut faire dire ce qu'on veut aux mots. Il n'en reste pas moins que le gaullisme, c'est l'héritier d'un courant politique, bonapartiste également, voilà, qui est à la fois social pour l'État et en même temps favorable à une autorité de l'État et la souveraineté. Le gaulliste que vous êtes, lorsqu'il entend Marine Le Pen expliquer que le principe de chef des armées pour le président de la République est purement honorifique. Quand vous entendez Marine Le Pen prononcer cette phrase et annoncer donc une forme de délégitimation du rôle du président de la République et de son domaine réservé, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque là, une ligne rouge qui pour vous n'est pas acceptable ? Je pense que c'est une erreur. D'abord, c'est une erreur parce que lorsqu'on lit la Constitution, chef des armées, c'est pas honorifique. Et d'ailleurs, s'il a la possibilité de lancer le feu nucléaire, ça montre bien qu'il a un rôle opérationnel en réalité et que le cœur de la défense française est dans les mains du président de la République. Donc je pense que c'est une erreur de vouloir tordre la Constitution parce que si demain il y a une cohabitation, rappelez-vous les mots de François Mitterrand et Jacques Chirac en 86, la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution, c'est ce texte avec ses finesses, avec parfois ses approximations, qui doit servir de ligne de démarcation dans la structuration et la répartition des tâches entre le président et le Premier ministre. Et on parle pas d'une page blanche. Il y a eu 3 cohabitations, donc avec une forme de coutume institutionnelle qui s'est établie. Donc pour le bien du pays, je pense que déjà une cohabitation c'est compliqué. Je crois que la France est dans une situation très complexe, socialement, économiquement. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'avoir une crise au sommet de l'État avec une bataille larvée de droit. À un moment donné, les Français auront souhaité ceci. Je pense pas que ce soit utile aujourd'hui de vouloir amoindrir le rôle du président de la République, qu'il est constitutionnellement défendu. Oui, Jordan Bardella a annoncé qu'il ne prendrait pas, qu'il n'accepterait pas Matignon sans majorité absolue. Ma question, c'est dans le cas d'une majorité relative du RN. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il puisse y avoir 2 groupes LR, un groupe LR pro-Ciotti et l'autre groupe LR anti-Ciotti. Dans le cas d'une majorité relative, si Jordan Bardella fait appel à ses députés LR qui ne sont pas sur la ligne d'Éric Ciotti, mais pour gouverner dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale pour parer à l'urgence sur les questions de sécurité et d'immigration, est-ce que vous seriez favorable à cela, à participer, à travailler avec Jordan Bardella dans ce cadre-là d'un gouvernement d'union nationale ? Bon, d'abord, moi, le gouvernement d'union nationale, j'y crois pas trop, parce qu'un vrai gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qui irait de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. C'est pas du tout ce qui va être fait. On utilise ce mot utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour des réalités qui sont en fait des coalitions plutôt conservatrices ou du bloc national. Mais si Jordan Bardella a besoin des 20, 30, 40 députés potentiellement élus, s'il a besoin de ces députés, de cet apport-là pour avoir la majorité absolue, quelle serait votre position ? J'ai compris. D'abord, moi, ça dépend de quoi on parle. Je crois que, si vous voulez, le groupe Les Républicains, canal historique, ne voterait pas. La position du groupe historique ne serait pas de voter, je dirais, la confiance à un gouvernement Bardella, peut-être de s'abstenir, mais pas pour pas être classé dans la majorité. Ce qui n'empêchera pas, à mon avis, sur des textes qui vont dans le bon sens, de voter pour. Ce qui n'empêchera pas certains députés qui auront été élus avec leur légitimité de décider peut-être de voter cette confiance. Mais il y aura une position institutionnelle et puis une position peut-être de certains députés individuels. Maintenant, si on parle d'une participation active à un gouvernement, je pense qu'il ne faut pas faire ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, c'est-à-dire des débauchages individuels qui ne reposent pas sur un programme ou une convergence d'idées. Et aujourd'hui, on voit bien que le Rassemblement national lui-même est en voie il est en train de revoir complètement et de toiletter complètement son programme par rapport à ce qu'il avait pu affirmer il y a encore quelques années. Donc tout ça n'est pas très stable. Et puis nous avons eu 15 jours de campagne, donc on peut pas dire non plus qu'on a beaucoup
beaucoup parlé d'idées. Donc aujourd'hui, tout ça est très fragile. Et à mon avis, la priorité d'un gouvernement Bardella serait plutôt, je dirais, de lutter contre l'immigration. Je pense que c'est sur ça qu'il est attendu. Malheureusement, je pense qu'il n'aura pas tous les outils constitutionnels pour ça, notamment le référendum qui est dans les mains du président de la République, notamment la question de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment la question du droit européen. Donc, je pense en tout cas, que c'est très compliqué cette question. Sur la question de l'étanchéité face au RN, Julien Aubert, j'observe que vous êtes, j'allais dire, un petit peu moins étanche que certains autres. J'ai vu que vous aviez déclaré que si vous aviez le choix entre le Nouveau Front Populaire et le RN au second tour, vous voteriez pour le Rassemblement national. Ça veut dire que d'une certaine manière, et peut-être avec le temps aussi, on pourrait s'entendre notamment sur le vote de certains textes fondamentaux avec le Rassemblement national. Moi, je crois que dans une démocratie apaisée, si on considère qu'un parti est dangereux pour la République, alors on l'interdit. À partir du moment où un parti concourt, bien, il a le droit de gagner les élections. Et quand il y a 33% ou 36% des Français qui lui font confiance, bien, on peut penser le contraire. Mais à un moment donné, la démocratie, c'est la démocratie. Donc, c'est pas une question de morale. Il y a des points sur lesquels moi je peux être opposé au Rassemblement national. Je suis pas très à l'aise avec son histoire, mais en même temps, je fais une différence entre un Jordan Bardella qui est né en 1995, c'est-à-dire il avait 1 an ou 2 lorsque Jean-Marie Le Pen faisait ses saillies à l'époque à Mande-la-Jolie ou ailleurs. Voilà. Et puis ensuite, il y a, je dirais, un Parlement qui va devoir travailler pour les Français. Et donc parlons du fond. Et d'ailleurs, de parler, si vous voulez, de position. Voyons les idées, voyons les propositions. Par parenthèse, Julien Aubert, vous évoquiez le jeune âge de Jordan Bardella, que certains évoquent aussi pour dire il a peu d'expérience, il a 28 ans, quitte à ce que le Rassemblement national gouverne, ce serait plutôt à Marine Le Pen d'aller à Matignon, qui est expérimentée, qui connaît bien le pays, qui a beaucoup sillonné le pays. Est-ce que ce profil de Jordan Bardella n'est pas de nature à inquiéter une partie de l'électorat de droite, justement? Nicolas Sarkozy, notamment dans le JDD, qui disait ça. Vous savez, je vais pas être conseiller du Rassemblement national, mais d'abord, le fait votre sentiment, votre regard. Oui, je pense que le fait de s'appeler Bardella et pas Le Pen et d'être né après, je dirais, la période Jean-Marie Le Pen a aidé Jordan Bardella à, quelque part, assagir l'image de son parti. Je pense qu'effectivement, il est très jeune pour la fonction et que, quelles que soient les fonctions, et a fortiori celle de Premier ministre, qui est une fonction horrible, avoir de l'expérience professionnelle et politique est nécessaire, même si on est très intelligent. On a eu par le passé des gens qui avaient beaucoup de talent, mais à un moment donné, l'expérience aide aussi. Et ensuite, je pense que du côté de Marine Le Pen, elle a une bonne connaissance de la Ve République et elle a le souvenir de Jacques Chirac échouant à devenir président de la République après 2 ans de cohabitation. Donc peut-être que c'est un calcul de sa part, quoi. De toute façon, vous savez, vous pouvez prendre toute l'histoire de la Ve République. Et aucun Premier ministre n'est devenu président de la République immédiatement après, à l'exception peut-être de Georges Pompidou, qui a eu une phase d'ailleurs de décompression. Mais c'est donc pas immédiat. Donc si vous voulez, c'est une position très à risque. C'est plutôt une lessiveuse et une machine à laver. Donc effectivement, au regard de l'histoire, ce serait un défi d'arriver à réussir dans cette fonction, en sachant que par ailleurs, la situation est particulièrement problématique pour notre pays, parce que pendant qu'on parle de politique politicienne, faut pas oublier qu'on a quand même un pays qui aujourd'hui est en crise et qui est au bord du chaos. On va en parler avec vous, Julien Aubert, après une première pause. Merci d'être avec nous, vice-président des Républicains. Julien Aubert avec nous sur Europe 1 jusqu'à 20h. À tout de suite. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Jacques Serret, journaliste politique à Europe 1, et Antonin André, le chef du service politique du Journal du Dimanche, pour interroger Julien Aubert, vice-président des Républicains, à J-3 avant ce premier tour des législatives. Julien Aubert, vous parliez des programmes et du fond, et vous avez raison, et de l'état du pays. Jordan Bardella, hier, a clarifié d'une certaine manière sa vision, notamment des retraites et de l'âge de départ à la retraite. 42 annuités, 62 ans, 60 ans si on a commencé à travailler avant 20 ans. Est-ce que ce sont des explications qui vous satisfont ? J'ai eu le sentiment quand même qu'il avait un peu atténué sa position de départ. Moi, je crois que c'est pas tant une question d'ailleurs de date. Le problème de la réforme des retraites, c'était la question de l'injustice.
de Français qui se trouvaient finalement défavorisés par la réforme telle qu'elle était votée, alors qu'ils avaient pu avoir des carrières compliquées, des carrières longues. Donc ce n'est pas une affaire de chiffres en réalité. Si on doit refaire une réforme de la retraite, c'est surtout une affaire de justice. Il faut que les gens qui ont eu des travaux pénibles, qui ont eu des carrières longues, se voient reconnaître. Il faut bien faire un barème. Et surtout, il avait prévu d'abroger la réforme des retraites dans un premier temps. C'est ce que je vous dis. J'ai l'impression qu'il a effectivement dilué tout ceci. Je crois, si vous voulez, que Jordan Bardella sait que la raison numéro 1 pour laquelle le Rassemblement national est en tête, c'est la question sécuritaire et la question de l'immigration, que c'est sur ça qu'il sera jugé, et que sur l'économie, il y a aujourd'hui des divergences au sein du Rassemblement national entre plutôt des libéraux et plutôt des gens qui ont d'autres visions économiques. Et donc voilà, le temps de régler les horloges, il y a une forme de flou. Il s'agit aussi de rassurer les marchés, de montrer qu'il n'y aura pas la révolution demain. Voilà. À force de rassurer, finalement, on va avoir, si je vous écoute bien, un programme consensuel qui va en tout point ressembler à celui des Républicains. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus aucune barrière pour qu'il y ait un canal historique des Républicains et un canal non historique qui serait celui d'Éric Ciotti. Mais moi, ce que j'espère, je vous l'ai dit au départ, c'est que les députés qui vont siéger avec Éric Ciotti ou au canal historique, en réalité, à la base, pensent la même chose. Ils sont assez homogènes. J'ai bien entendu, j'ai pas relevé, mais j'ai bien entendu. Voilà, non, mais qu'ils aient pu prendre des positions tactiques à un moment donné, en choisissant d'être élus parce qu'il n'y avait pas de candidat En Marche ou pas de candidat RN. En réalité, c'est le produit aussi d'une forme de lucidité, c'est-à-dire que quand vous êtes à 5%, il est quand même très difficile de passer la barre, surtout dans ce type de scrutin. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez des divergences de fond énormes. Mais effectivement, comme d'ailleurs l'a pointé Henri Guénaud, le risque pour le Rassemblement national, c'est de s'UMPiser au pouvoir et de se retrouver un peu dans la même situation par le passé de ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'il y a des attentes de la part des électeurs et qu'elles ne soient pas comblées. Donc, mais ces questions-là, il aurait fallu les régler quand ils étaient dans l'opposition, notamment sur la ligne économique. Pardon, mais Monsieur Aubert, il y a quand même eu des acquis. Emmanuel Macron n'a pas tout bien fait, bien entendu, mais effectivement, la France est redevenue attractive. Effectivement, le chômage a baissé. Effectivement, on recrée des emplois industriels en France. Vous ne craignez pas, vous, que par le biais que vous expliquez, c'est-à-dire que les Français veulent des réponses sur l'immigration et se moquent un peu, entre guillemets, de l'économie, donc le RN ne traite pas ce sujet-là, vous ne craignez pas, vous, les conséquences sociales beaucoup plus fortes d'un déclassement de l'économie plutôt que de renvoyer des OQTF chez eux? Je veux dire, est-ce que vous pensez que le symbole d'un côté va combler les Français de l'autre si le chômage explose et que le pays se dégrade économiquement? Je pense qu'effectivement, on meurt du symbole. C'est-à-dire que le vrai sujet aujourd'hui, c'est le déclassement économique de ce pays, mais qui supposerait d'aborder les sujets, parce que quand on parle de réindustrialisation, par exemple, et de relocalisation, c'est très bien, mais dans ce cas-là, il faut traiter en parallèle la question écologique, parce que si vous avez des usines, elles vont polluer, donc vous pourrez pas garder le zéro artificialisation net, vous pourrez pas garder le bilan carbone le plus bas possible, et la réindustrialisation. À un moment donné, vous allez produire du CO2. Il y a une façon de construire des usines aujourd'hui qui sont nouvelles, vous le savez aussi bien que nous, Julien Aubert. Écoutez, le jour où on produira des usines qui produisent aucun CO2, qui marcheront tout à l'électrique... Aucun, ça n'existe pas, mais il faut bien quand même produire d'une certaine manière. Augmentation des émissions de CO2. Oui, mais ça veut dire qu'on n'avance pas. Non, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut dire aux gens la vérité. Ça veut dire que si demain... oui, ça veut dire que si demain je vous installe une usine de production, par exemple, de médicaments, et qu'elle est à côté d'un affluent d'eau, il peut y avoir des pollutions, il n'y a pas que d'ailleurs le CO2, il peut y avoir d'autres types de pollutions. Et nous sommes dans des sociétés où aujourd'hui, vous le savez, c'est le phénomène not in my backyard, c'est-à-dire que personne n'a envie d'avoir les nuisances à côté. Donc, je dirais qu'il y a un effort de réalisme à faire, c'est-à-dire que réindustrialiser, ça veut dire qu'on va voir réapparaître sur nos paysages des choses qui avaient disparu dans les années 80-90. Il y a une génération qui n'a pas connu ça. Donc vous êtes contre la réindustrialisation, Julien Aubert ?
Ah non, pas du tout. Vous l'aurez compris que moi je pense, si vous voulez, que on doit pas tout réindustrialiser, mais on doit réindustrialiser ce qui est stratégique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un choc mondial, comme on a pu le voir avec la Covid, il est anormal que certaines fonctions vitales pour une économie d'un pays, comme par exemple la production de médicaments, ne puissent pas être assurées sur le territoire national. Pareil pour l'agriculture. Donc, ça veut pas forcément dire s'occuper de tout. Vous voyez, moi, qu'une chaîne de supermarchés rachète une autre. Bon, ben ça n'affecte pas l'indépendance stratégique de la France. En revanche, sur les médicaments, sur l'armement, puisque aujourd'hui on produit plus de cartouches en France, il y a je pense que si on est sérieux, quand on parle d'économie de guerre, comme l'a pu le faire le président de la République, ça veut dire aller au bout, ça veut dire produire en France un certain nombre d'armements qui sont nécessaires. Parce que sinon, après, on se retrouve à dire aux Ukrainiens, écoutez, on peut vous donner que quelques obus. C'est ça la réalité des choses. Jacques Serret. Oui, Jordan Bardella souhaite revenir sur cette directive européenne concernant les véhicules neufs thermiques, cette interdiction qui est censée arriver dans les prochaines années. Quelle est votre position à vous sur ce sujet ? C'est vrai que l'ERN, de ce point de vue, est le seul parti face au camp présidentiel et à la gauche à vouloir revenir sur cette directive. Je pense que ça a été une erreur stratégique totale, parce que si vous voulez, c'est encore des décisions qui vont permettre aux Chinois de vendre et d'évincer une partie de nos producteurs. Mais en sens inverse, vous avez le problème de la stabilité juridique, c'est-à-dire que pour les constructeurs automobiles qui se sont lancés justement dans l'atteinte de cet objectif, ils sont aujourd'hui en train d'essayer de le faire, et donc ils ne veulent plus qu'on modifie parce qu'ils ont fait des investissements. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement il faut écouter d'abord la filière. Si la filière dit, écoutez, nous ça nous arrange pas que vous rechangiez les directives, il faut être pragmatique. Mais à la base, sur le diagnostic, c'est vrai que ça fait partie de ces décisions qui sont prises au niveau européen et qui sont en réalité contraires à nos propres intérêts, comme on a pu le faire sur la volaille ukrainienne ou sur d'autres sujets. La filière dit depuis le début et depuis de nombreuses années qu'on peut très bien produire différentes sortes de voitures, à la fois des voitures thermiques pour les gros rouleurs, comme on dit, et des voitures électriques qui trimballent pas une tonne de batterie sous le châssis pour faire des longues distances et qui seraient limitées à des usages urbains. C'est ça ce qu'elle dit, la filière. Oui, alors, elle, parce qu'elle réfléchit véhicule. Maintenant, si on se place côté État, la question est de savoir si on est en capacité aujourd'hui d'investir pour un réseau qui va aller de pair avec le développement massif du véhicule électrique. Si derrière on a les filières de recyclage, si en matière de matières premières pour fabriquer ces batteries, on est sûr de notre approvisionnement stratégique. Et puis enfin, de voir comment la gestion du système électrique va être possible, puisque effectivement ces véhicules vont permettre aussi de stocker de l'électricité, donc ça permet de lisser les pointes. Mais en même temps, on va avoir effectivement un influx une demande de consommation plus importante. Et quand on parle ensuite du prix de l'électricité, je vous rappelle que l'une des variables de l'augmentation du prix de l'électricité, c'est le prix du transport, et que dans le prix du transport, vous avez justement le prix du réseau à réaménager pour augmenter la production. Donc ces questions-là, elles débouchent sur d'autres sujets comme le pouvoir d'achat des Français, etc., etc. Donc les constructeurs, eux, parlent véhicules, c'est vrai. Maintenant, d'un point de vue de l'État, il y a un sujet plus global, et puis accessoirement, est-ce qu'il fallait tout miser sur le véhicule électrique ? Moi, je ne le pense pas. Il y a d'autres types de véhicules qu'on aurait pu sponsoriser, par exemple un gaz, etc., hydrogène, et se demander, avec des flottes captives, quelle était la meilleure politique à faire pour essayer, finalement, d'encourager ces industries naissantes et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. 19h42, une nouvelle pause, et on se retrouve dans un instant avec vous, Julien Aubert, vice-président des Républicains, avec à mes côtés Antonin André du JDD, Jacques Serret d'Europe 1. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Interview politique jusqu'à 20h avec le vice-président des Républicains, Julien Aubert, Jacques Serret, journaliste politique à Europe 1, et Antonin André, chef du service politique du Journal du Dimanche. Antonin, une question. Oui, il y a eu cette proposition du Rassemblement, cette précision du Rassemblement national cette semaine qui a un peu troublé les esprits. Je voudrais avoir votre interprétation sur la nécessité d'être sorti sur ce sujet, sur certaines fonctions qui seraient interdites aux binationaux. Diriger une centrale nucléaire, diriger des instituts de défense ou des instituts stratégiques. Par parenthèse, des binationaux, ça peut être quelqu'un qui a la nationalité franco-américaine, franco-argentine, franco-suisse, que sais-je, pas forcément franco-russe. Comment vous interprétez-vous cette sortie assez marquante du Rassemblement national cette semaine ?
C'est une question très très épineuse, la question de la binationalité. Moi, je trouve qu'elle se pose davantage sur des questions politiques. Ça me gêne beaucoup plus, par exemple, qu'un député de la nation puisse être binational. Parce qu'on peut représenter qu'une nation et on peut pas en représenter deux. Et on peut se demander d'ailleurs qui exactement on est fait en pareil pour des ambassadeurs. J'avais moins, je dirais, le sentiment de l'urgence sur des questions, administratives. Parce que, par exemple, quand on parle la réflexion, c'est de dire, par exemple, la centrale nucléaire, c'est stratégique, donc il faut que ce soit un Français. Mais vous pouvez avoir un Français qui a été retourné et qui est un espion d'un pays étranger, et c'est pas parce que vous êtes franco-américain que vous êtes forcément plus suspect. Donc, à mon avis, la question qui est posée est la bonne. En revanche, la réponse apportée n'est pas la meilleure, c'est-à-dire qu'à mon avis, le sujet n'est pas là. Mais le signal envoyé, c'est quoi ? Pourquoi sortir sur ce sujet du coup ? C'est de dire, c'est de rappeler un peu l'ADN du Rassemblement national, c'est-à-dire français de souche. C'est du marketing électoral. C'est pas français de souche. Oui, il y a sans doute du symbole, comme dans le vouvoiement dans les écoles. On n'est pas là sur des sujets majeurs, mais il y a, disons, en tout cas, un sujet de restaurer, à mon avis, l'appartenance à la nation, de montrer que voilà, la nation, c'est pas comme un abonnement Netflix. On peut pas cumuler les abonnements différents parce qu'ils zapper sur ce qui nous intéresse, et qu'il y a des fonctions qui sont essentielles à la nation française pour lesquelles ça doit être occupé par un Français. Oui. Est-ce que justement, parce que c'était pas un dossier majeur, mais qu'il était fort en symbole, est-ce que vous-même, aux Républicains, vous ne trouvez pas que vous manquez justement de symboles pour imprimer dans le choix des électeurs ? Il y a des choses qui sont proposées dans le programme des Républicains qui, à mon avis, sont peut-être pas des symboles. En attendant, on n'en parle pas, parce que c'est plein les journaux de l'histoire des binationaux de Jordan Bardella. En attendant, on entend moins vos propositions. Il n'y a pas de polémique. Le fait de susciter une polémique, ça vous savez, c'est le fameux on en parlant bien, on en parlant mal. L'important, c'est qu'on en parle. Vous, en attendant, pardonnez-moi, mais j'entends moins de polémiques concernant les propositions des Républicains. Parce que nous, on a les polémiques sur Éric Ciotti, si vous voulez, donc on parle de nous. Donc, finalement, suivant votre raisonnement, on parle de nous en bien, on parle de nous en mal, mais on parle de nous. Mais quelque chose me dit que si on était à 36%, les gens auraient quand même plus détaillé notre programme. Mais je reviens sur le sujet de l'immigration, parce que c'est vrai que c'est un sujet symbolique, on se sent bien très éruptif, y compris dans le moteur du vote Rassemblement national. Vous-même, vous êtes d'un département, de Vaucluse, qui, par exemple, emploie des saisonniers qui, bien souvent, viennent de l'étranger, de Tunisie, qui ne restent pas forcément, d'ailleurs, en France, qui font la saison d'été pour les fruits et les vergers, et qui ensuite repartent. Est-ce que vous ne craignez pas que c'est cette espèce de fuite en avant sur, en gros, l'immigration étant la source de tous les maux, eh bien, on va faire le ménage et compliquer les choses, y compris, par exemple, dans ce secteur agricole, n'est pas extrêmement préjudiciable, finalement, et nourrit pas les fantasmes davantage que la réalité ? La réalité, moi j'ai été député pendant 10 ans de la circonscription où a été d'ailleurs écrit l'article du Monde sur ce sujet-là, qui est sorti il y a 2 jours. Circonscription productrice de raisins de table, où on a beaucoup de besoins. La réalité, c'est que pendant le Covid, quand les frontières étaient fermées, on a fait appel à des Français. Il y avait 5000 postes et on a eu 500 personnes qui se sont présentées. Voilà. Et que personne ne veut travailler là-dedans parce que c'est très fatigant et parce que finalement, il y a un système social qui vous permet de gagner tout autant sans, vous échiner au soleil pendant une dizaine d'heures. Ensuite, la question de l'immigration est devenue très très symbolique, mais je crois qu'il faut pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce ne sont pas des travailleurs économiques et des travailleurs qui viennent pour des raisons économiques, qui sont saisonniers, qui repartent dans le pays et d'ailleurs qui laissent leur famille dans leur pays. D'ailleurs, vis-à-vis de ces gens, on aurait plutôt d'ailleurs besoin de les accueillir dans des conditions décentes, parce qu'il y a eu des problèmes, par exemple en Vaucluse, de Thénardier. Évidemment, ce serait important et intéressant que des Français qu'on puisse développer une offre locale, parce que quand on a un choc asymétrique, on s'aperçoit un choc extérieur comme le Covid, on s'aperçoit qu'on est plus souverain sur cette production. Mais le vrai sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est sur l'immigration de peuplement, sur le regroupement familial, sur les mariages gris, et sur surtout le fait que nous accueillons des gens que nous n'arrivons ni à intégrer, ni à assimiler,
voilà, et qu'on ghettoise, et qu'ensuite ça produit des conséquences sur 1 ou 2 générations dont on voit aujourd'hui les répercussions en termes de cohésion de la nation française. Il est là le sujet. Mais quand Nicolas Sarkozy dit quand Nicolas Sarkozy dit dans le JDD, c'est bien beau de vouloir réguler l'immigration et de considérer qu'il faut d'une façon ou d'une autre rendre nos frontières plus étanches, mais dans 20 ans, l'Afrique aura quasiment doublé de population avec un tiers de la population qui aura moins de 20 ans. Est-ce que c'est vraiment réaliste de dire on a les moyens d'être étanche vis-à-vis de cette population, ou est-ce que il faut pas investir massivement, soit dans le développement de l'Afrique pour les aider à rester chez eux et trouver des raisons de rester chez eux, et que c'est ce discours-là qu'il faudrait tenir, parce que celui qui consiste à dire avec nos petits bras on va empêcher un milliard d'Africains de moins de 20 ans de venir de se répandre dans le monde parce qu'ils crèvent de faim, c'est quand même la réalité qui est face à nous, non ? Alors, d'abord, on n'est pas obligé de rendre ces propositions alternatives. C'est-à-dire que je pense que, oui, il faut développer l'Afrique en arrêtant de leur piquer leurs élites. 2, oui, il faut envoyer un message de fermeté en expliquant que nous n'acceptons pas l'immigration illégale, et à titre personnel, quelqu'un qui vient illégalement sur le territoire ne devrait jamais pouvoir être régularisé, parce que en face, ils ont aussi la télé, et donc si vous leur expliquez que c'est possible, ils viendront, et c'est naturel. 3, il faut s'attaquer aux gens qui vivent et qui font commerce de cet esclavage moderne. Et 4, il faut avoir conscience qu'effectivement, dans l'histoire, aucune frontière n'a été étanche. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis gardaient la frontière entre la zone occupée et la zone libre. Il y avait des gens qui arrivaient à la traverser. Donc, il y aura jamais d'étanchéité. Mais ceux qui vous expliquent que l'immigration, c'est comme la météorologie et qu'on n'y peut rien, eh bien, dans ce cas-là, moi, je ne suis pas d'accord, parce que le principe d'un État souverain, c'est de décider qui rentre. Voilà. Donc, on peut pas décider de l'intégralité. On n'arrivera jamais à contrôler l'intégralité des flux. Mais c'est sûr que si on n'y met pas un peu du nôtre et les moyens nécessaires, on sera, je dirais, uniquement récepteur et passif. Et voilà. Et donc, effectivement, à bout d'un moment, ça deviendra ingérable. C'est-à-dire que ce pays s'en fracturera encore plus. Jacques Serret. Oui, pour revenir sur votre exemple, on parlait des vignes il y a quelques minutes. Est-ce que vous sous-entendiez que notre système social est trop généreux, que donc pour pousser les Français à accepter ces emplois qu'ils ne veulent pas aujourd'hui, il faut revenir sur certains acquis ? Sans parler de circonscription en particulier, Julien Aubert. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que oui, vous inquiétez pas, je suis pas candidat, mais ce que je dis, c'est que si vous voulez, le travail manuel aujourd'hui ne paie pas dans une économie ouverte. C'est-à-dire que vous avez, à cause de la compétitivité des pays étrangers, notamment le Maroc et même l'Espagne, en réalité, votre produit naturel, il trouve pas sa place. Une fraise française, elle arrive à la production, elle est déjà, lorsque vous la produisez, elle vaut autant, si vous voulez, que la fraise qu'on a importée d'Espagne et qui a déjà les coûts de transport. Donc c'est pas possible. Et donc effectivement, on ne peut pas rémunérer le travail à sa juste valeur. Et donc par conséquent, dans des pays riches, les gens ont soit d'autres propositions dans d'autres secteurs de l'économie, soit effectivement on a un système, je dirais, relativement généreux. Peut-être que la solution, ce serait de trouver plutôt une manière d'augmenter les rémunérations des gens pour que ça devienne attractif et d'avoir une agriculture de qualité, ce qui signifie aussi à un moment donné faire le choix de dire on arrête d'importer de l'autre bout du monde et on choisit d'aider nos agriculteurs et de consommer français. Mais c'est un acte patriote, je dirais, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses aujourd'hui compte tenu du contexte. Et donc ça veut dire aussi avoir une vision plus globale à la manière dont on rémunère le travail dans ce pays. Est-ce que vous avez une baguette magique pour le pouvoir d'achat, Julien Aubert ? C'était la préoccupation numéro 1 des Français, c'est le pouvoir d'achat. Juste derrière, c'est la sécurité. Et dans la sécurité, la migration, on vient d'en parler quelques secondes. Qu'est-ce que les Républicains, en arrivant, et ils seront minoritaires, malheureusement, on le sait, je dis malheureusement pour vous, puisque vous êtes le vice-président des Républicains dans ces législatives, mais quel est le levier, quelles sont les pistes de réflexion pour réactiver le pouvoir d'achat pour les Français ? Alors, la piste officielle du programme, c'est de jusqu'à 3 fois le SMIC d'abaisser les cotisations sociales de manière à, je dirais, à favoriser l'emploi et aussi améliorer la rémunération. Moi, je crois, à titre personnel, que on devrait revenir. Là encore, je vais vous parler du gaullisme, mais je pense qu'il y a la possibilité d'avoir une rémunération tirée du capital et que la participation, telle qu'elle existe aujourd'hui, dans certaines entreprises, devrait être beaucoup plus encouragée, de manière à ce qu'il y ait un revenu tiré du travail et un revenu tiré du capital. Je crois que ce serait un meilleur partage de la valeur ajoutée et que ça permettrait de contourner le problème de la compétitivité. Et puis ensuite, il y a un problème plus structurel
qui est que nous avons choisi finalement d'être en économie totalement ouverte et donc d'importer très largement. C'est très intéressant et très utile quand vous êtes un pays riche et que les autres produisent à bas coût. Quand vous vous appauvrissez, vous vous rendez compte que vous avez un renchérissement des denrées et donc un appauvrissement relatif des Français. Et donc ça suppose aujourd'hui réfléchir à un protectionnisme intelligent et arrêter de faire du libre-échange sans retenue, parce qu'on n'est pas obligé non plus de manger tous les jours du bœuf de Kobe ou du poulet aux hormones d'Argentine. Jacques Serret. Concernant le pouvoir d'achat, que pensez-vous de cette proposition du RN concernant la baisse de la TVA sur le carburant notamment ? Est-ce que c'est une bonne mesure ou est-ce que ça va creuser le déficit français ? Je pense qu'elle est symbolique, là encore, parce qu'on sait que la Gilets jaunes, la crise a débuté par le carburant, mais que, en fait, au niveau d'un citoyen, il réfléchit pas uniquement sur son transport. Il réfléchit à alimentation, logement, transport, augmentation générale des prix. Et donc, si ça sert à rien, si vous voulez, de baisser la TVA sur le carburant, si dans le même temps, le prix de l'électricité prend 10% et que quand vous voulez renouveler votre voiture, elle vaut 25% plus cher qu'il y a 5-6 ans. Donc je pense que c'est un problème plutôt global. Plus global que des mesures ponctuelles. Et donc là encore, à mon avis, on fait du pointillisme, alors qu'en réalité, il faudrait plutôt un grand plan, plusieurs mesures coordonnées. Merci beaucoup Julien Aubert d'avoir été notre invité politique ce soir, vice-président des Républicains. Merci Antonin André, chef du service politique du Journal du Dimanche. Merci à vous, Jacques Serret, journaliste politique à Europe 1.